en MTT les bases à connaître pour bien débuter en tournoi. Donc on avait fait la première partie sur la position et du coup l'importance de la position. Et aujourd'hui on va s'intéresser à du coup la force de la main, la force de l'adversaire et de la main adverse. Donc savoir évaluer la force de la main adverse et profiler les adversaires. Donc c'est parti. Alors, on va regarder 4 points aujourd'hui. Donc prendre en compte sa main en fonction de la texture du board. Pensez à la force de votre main selon le nombre d'adversaires et leur profil, les différents profils les plus fréquents ainsi que l'adaptation à avoir. Et prendre des notes et mettre des pastilles, ce qui est aussi très important évidemment. Ok, alors, prendre en compte sa main en fonction de la texture du board. Pardon. Selon le board et son évolution, une main comme double paire ou même brelan, en fait, ça peut être très fort comme assez faible. Évidemment, selon le board, comme vous voyez cette main d'M10 ici, forcément on a double paire. Double paire au flop, c'était pas trop mal. Maintenant, quand il y a 4 cœurs et qu'on n'en a pas, forcément double paire, c'est pas très 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 fort. Donc voilà. J'ai d'autres exemples évidemment. Donc ici on a brelan de 4, donc on est très très content d'aller au flop. Au flop, on peut check raise, enfin selon le spot, on va check raise souvent en plus en small blind. Mais évidemment le board se gâte, donc notre brelan, il est pas très très fort hein, ici, forcément. Ensuite, j'ai mis deuxième paire ici avec As-Valet. C'est même pas une top paire. Maintenant, selon l'action et selon l'adversaire et selon le board, c'est pas dégueu. C'est pas une main très forte ici, c'est une main moyenne. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous battre, mais bon, c'est une main ok quoi. Ici, on a brelan de 4, donc c'est 7, c'est brelan, c'est un 7 quand on a. C'est un trips, pardon. Trips, c'est quand. La différence entre brelan 7 et brelan trips. Trips, c'est quand on a une carte en main et 2 au milieu. Deux même, ça fait trips. Et si on a une paire en main et qu'il y a notre carte au milieu, ça fait un 7. C'est pas très important, c'est juste différencier les brelans. Voilà. Donc ici, sur ce board, brelan de 4, c'est très 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 souvent la meilleure main. Donc là, on est très content d'avoir brelan, comparé à la fois d'avant. Avec le brelan, c'est pas du tout pareil. Et ici, bon, évidemment, ici on a full, donc là, pour le coup, on a forcément une main très forte. Donc évidemment, le board, selon le board, notre main sera plus ou moins forte. Et aussi selon le nombre d'adversaires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur le deuxième point. Donc pensez à la force de votre main selon le nombre d'adversaires et leur profil. Donc là, un exemple où j'avais 9 et 8 à pique ici. Je vous ai pas mis comment dire le run out. En gros, tout est parti au flop, mais c'est pour vous montrer qu'on était 4 dans le pot ici. Et pour dire qu'en gros, si on a un seul adversaire dans un coup, notre double paire flopée ici, par exemple, qu'on est que contre lui, forcément elle va valoir pas mal. Elle aura une belle valeur. Maintenant, quand on est 4 joueurs, donc contre 3 joueurs, qui ont vu le flop, forcément c'est pas la même. Hein, c'est pas la même. Ici, bon, évidemment, il y a des mains, on ne sera pas toujours dominé ici, mais par exemple, lui, il a déjà la suite. Lui, il a une paire plus tirage quinte par les deux bouts, voilà. Donc je suis bien dominé. Maintenant, ce sera pas tout le temps le cas, mais c'est vraiment pour montrer que selon le nombre d'adversaires, forcément, notre main a de moins en moins de valeur, plus elle est faible, quoi. Aussi, si un joueur serré relance UTG, donc un joueur serré tight, de toute façon UTG, comme on l'avait vu, on ne doit pas relancer tant que ça, mais si voilà, si un joueur serré relance UTG et par exemple qu'on a roi-valet et qu'on paye au bouton, par exemple, et il mise flop, turn plus river sur un board valet 6, 3, 2, 9, donc ça c'est un board que j'ai choisi au hasard, hein, mais un board où on aurait top pair, voilà, top pair bon kicker,
Quand on a un joueur qui relance UTG, qui mise flop, qui mise turn et qui mise river, la plupart du temps, on est clairement battu parce qu'il va rarement être en bluff et il va jamais ou très peu valoriser avec une moins bonne main. Donc il aura très souvent, sur l'exemple que j'ai dit, c'est valet 6, 3, 2, 9. Il aura très souvent As-Valet, 2 dames, 2 rois, 2 As, 2 valets qui font brelan, les 6 qui font brelan, les 3 qui font brelan. Et de temps en temps, il aura Roi-Valet et très rarement Dame-Valet parce que un joueur UTG qui est serré et qui mise 3 fois avec top pair moyen kicker, ça arrive pas très souvent. Donc voilà, il faut vraiment faire gaffe au profil de l'adversaire. Donc si le profil est serré, méfiez-vous et vous pouvez vraiment faire des gros folds hein, parce que bah, vous avez juste pas assez souvent la meilleure main. Par contre, c'est un joueur passif. Donc un joueur passif, c'est un joueur récréatif la plupart du temps qui va jouer passivement ses mains, donc qui n'a pas l'habitude de miser souvent, sauf avec des bonnes mains, surtout post-flop. Hein. Si un joueur passif se met à miser plusieurs fois ou même sur relancer, il est très probable qu'il ait une très bonne main. Donc que ce soit pré-flop ou post-flop, hein, si un joueur passif, voilà, qui a l'habitude de lim, qui n'a pas l'habitude d'être agressif, qui ne relance très peu, il vous surlance, a priori il a une grosse main. Pareil, s'il a checké sa big blind et que le flop vient 6-8 4 et que vous misez et qu'il vous relance, il y a peu de chances qu'il soit en bluff, etc. Donc voilà, il y a des joueurs passifs, il y a des joueurs agressifs, il y a plein de types de profils différents au poker. Et bah, d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, alors je vous ai mis, donc ça c'est les différents profils les plus fréquents et l'adaptation à avoir, donc on va revenir là-dessus après. Je vous ai mis 4 profils qui me semblent un peu les plus récurrents, mais il y a tout plein d'autres profils, hein. Il y a des dizaines de profils différents. Maintenant, je pense que la plupart du temps, euh, les gens seront dans un de ces 4 profils. Évidemment, il y a des exceptions, il y a plus on connaît de choses techniquement, plus on va affiner nos reads sur les adversaires, donc plus on va les mettre dans des cases plus précises. Mais voilà, donc j'ai choisi de mettre un bon régulier, comme vous voulez l'appeler. C'est un joueur gagnant qui multitable, qui joue qui joue régulièrement, je sais pas, 4-5 soirs par semaine, qui gagne de l'argent, voilà. Un bon joueur, quoi. Un bon joueur. Un bon régulier gagnant, c'est quoi? Ben, il va comment s'adapter à un bon joueur régulier gagnant. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Il va bien connaître les mains à relancer, forcément, selon les positions et le profil en face. Donc, il va bien profiler ses adversaires, justement. Il repérera les faiblesses adverses et essayera de les exploiter. Donc, par exemple, un exemple bête, euh, quelqu'un qui quelqu'un qui paye beaucoup trop cher quand il a un tirage, ben il va lui s'il a vu ça, il va mettre cher quand quand le régulier va mettre cher avec top pair par exemple, quand il y a beaucoup de tirages et que l'autre paye cher ses tirages, bah, il va exploiter ça en misant cher sa top pair par exemple. Il jouera en value contre les joueurs récréatifs, donc ça c'est ce que je viens de dire. Et il volera les blindes des joueurs trop serrés. Donc forcément, si vous défendez pas assez vos blindes, un joueur agressif, un bon régulier, va forcément vous relancer pas mal parce que vous allez trop fold. Et même quand vous allez payer, il va continuation bet, donc miser au flop. Et vous allez folder assez souvent. Donc il y a plein d'adaptations possibles encore hein, pour les réguliers. L'adaptation à avoir de notre côté, de notre côté du coup contre les réguliers, c'est d'éviter de le jouer, éviter de jouer contre lui, surtout hors de position parce que la position est assez importante et un régulier va bien jouer que ce soit hors de position et en position. Mais si vous jouez contre un bon joueur, donc a priori meilleur que vous, et qu'il a en plus la position, vous avez beaucoup de désavantages. Du coup, vous allez jouer que des mains qui vont être faciles à jouer, donc soit les petites paires si vous avez beaucoup de stacks et que vous pouvez chercher votre brelan, soit les bons Broadway, donc les Broadway c'est les mains allant du 10 à l'As, donc 10 valet, 10 dames, roi dame, roi valet,
As-Valet, tout ça c'est des Broadway. Et vos as suités, donc les as suités, des as pareillés, donc de la même couleur, donc As-2, As-3, As-4, As-5 en priorité. Et voilà, jouer la plupart du temps en position, mais évitez de jouer beaucoup de coups contre lui, évitez de trop défendre vos blindes si vous savez que après il va vous embêter. Faut pas se laisser marcher dessus non plus, mais faut pas se dire ah j'ai de l'ego, je vais pas me laisser faire. Faut juste se dire bon, si c'est un bon régulier gagnant, vous ne ferez pas d'argent sur lui, sauf si vous êtes meilleur que lui. Mais on va partir du principe que non. Et peu importe la stratégie que vous allez essayer d'adopter, il est possible qu'il ait compris cette stratégie et il est possible qu'il l'adapte, qu'il pense un cran plus haut que vous et du coup qu'il vous exploite quand même. Donc voilà, essayez de jouer pas trop de coups contre les bons joueurs parce que forcément vous allez faire plus d'erreurs qu'eux. Donc le joueur serré, donc le joueur serré type tight. Ouais, j'ai mis les VPIP PFR, les bons règles gagnants, évidemment c'est un exemple, hein, 28-23. En gros, ils vont pas trop limper, enfin ils vont pas limper, ils vont payer des relances, pourquoi pas. Mais quand ils jouent un coup, ils vont venir en relançant. Ils vont jouer beaucoup de coups, vu qu'ils ont un avantage technique sur les adversaires, ils veulent jouer beaucoup de coups, surtout en position. Donc voilà. Le joueur serré, donc ça c'est un peu l'inverse, hein. Alors il peut être bon, il peut être gagnant, il peut ne pas être gagnant. En général, un joueur trop serré va pas être très gagnant parce que justement les gens vont trop lui voler les blindes, il va pas être assez payé souvent quand il aura un gros jeu vu que les gens vont comprendre qu'il est serré, etc. Maintenant, il y a toujours des exceptions, il y a évidemment plein de joueurs gagnants qui sont serrés. Mais voilà, des stats de serrure, voilà, joueur tight, serré, serrure, ça veut dire la même chose. Donc VPIP 13, PFR 10, encore une fois, c'est juste un exemple. C'est juste pour dire qu'il joue pas beaucoup de mains. Donc le joueur serré, donc type tight, il va relancer que des bonnes mains et miser plusieurs fois qu'avec des gros tirages ou des bonnes top pairs, ou mieux. Donc en général, bah, comme je vous ai montré, comme je vous ai dit l'exemple avant, hein, en général, quand il met 2 barrels, 3 barrels, il n'a pas deuxième paire, il n'a pas un tirage raté, il va la plupart du temps très très souvent être en value et pas value sin, donc plutôt value des bonnes top pairs, des deux paires, des brelans, des over pairs. Et voilà, il va jouer solide. Et du coup, l'adaptation à faire, c'est de ne payer que des mains à potentiel pré-flop, du style les paires pour faire brelan. Donc c'est comme le joueur agressif, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, parce que le joueur régulier, le joueur régulier va vous exploiter. Le joueur tight, vous pouvez l'exploiter justement si vous sélectionnez vos mains, donc comme les petites paires pour chercher les brelans, les as suités pour chercher des tirages couleur max, ou des mains à potentiel, type Dame Valet suité, pour chercher des quintes, et encore une fois essayer d'être en position. Mais voilà, si tout simplement, si on peut parler vite fait d'une petite paire pour chercher un brelan, sur un joueur serré, forcément, son éventail de mains, c'est déjà des mains fortes, donc si on touche brelan, il y a plus de chances qu'on prenne un gros pot, et que, parce que en face, le joueur va souvent avoir top pair, over pair, et du coup un gros jeu. Contrairement aux joueurs qui jouent beaucoup de mains, qui relancent beaucoup de mains, bah, ce sera pas forcément très intéressant en fait de chercher nos brelans parce que ben, s'il joue beaucoup de mains, il n'a pas forcément souvent top pair en fait. Donc ça va être beaucoup plus intéressant contre un profil serré. Si on paye une main comme Valet 10 en position et que l'on trouve une top pair, ne pas hésiter la plupart du temps à folder dès la turn si vous n'avez pas un tirage avec. Donc ouais, effectivement, ça c'est contre le joueur serré comme j'ai dit, donc pas s'accrocher, s'il met le deuxième barrel, a priori top pair mauvais kicker ou kicker moyen sans redraw, donc sans tirage derrière, ça va pas être très très intéressant de payer. Donc vaut mieux abandonner assez facilement, chercher des grosses mains, et de toute façon vous allez pouvoir
l'embêter dans une certaine manière, l'exploiter, je voulais dire. Parce que si vous êtes au bouton ou au cut-off, ou en small blind, et qu'un joueur serré est en grosse blinde, vous pouvez relancer bien plus de mains que d'habitude, vu il va pas du tout assez défendre ses blindes. Alors déjà que beaucoup de joueurs, même des réguliers, mais de tout type, vont pas du tout assez défendre leurs blindes, et vont trop fold sur les c-bets, bah, dès que vous trouvez un joueur qui est trop serré en blinde, qui défend pas assez ses blindes, vous allez pouvoir beaucoup open au bouton au cutoff. Pour justement lui voler ses blindes, il les défend pas assez. Donc ça c'est l'adaptation contre les joueurs assez serrés, donc les serrures. Ensuite on a le joueur récréatif, entre parenthèses fiche, après c'est voilà, c'est pas péjoratif de dire fiche, c'est juste c'est comme noob au jeu vidéo, c'est juste un joueur qui joue pour s'amuser, qui ne cherche pas à être professionnel, voilà, qui s'embête pas, voilà. Faut pas prendre mal quand quelqu'un vous traite de fiche ou pas. Fiche, c'est vraiment c'est commun, c'est pas une insulte, rien du tout. Maintenant, voilà. Donc, il y a selon moi deux grands types de joueurs récréatifs, les joueurs type Calling Station et les joueurs type agressif Spewy. Et effectivement, évidemment, il y a aussi d'autres types, mais c'est les deux principaux que je retrouve en tout cas. Donc la Calling Station, donc 38-10 en VPI PPFR, donc ça va être quelqu'un qui joue beaucoup de mains et qui relance peu en gros. Donc une Calling Station est quelqu'un qui n'aime vraiment pas folder, hein, voilà. Généralement il lime beaucoup de mains, il veut voir des flops, colle une troisième paire au flop ou un tirage ventral pour voir les prochaines cartes. Voir s'il chatte, ça aussi c'est, comment dire, c'est devenu un peu commun hein, de dire ah je vais payer pour chatter ou pour voilà. Ça c'est souvent chez les récréatifs qui veulent jouer pour s'amuser, voir des cartes, hein, tout simplement. C'est pas un problème de voir des cartes, faut juste essayer de repérer ceux qui viennent juste pour s'amuser, ceux qui viennent parce qu'ils gagnent de l'argent, ceux qui voilà, selon les profils, faut s'adapter. Hein, c'est pas voilà, tout le monde peut jouer aux cartes. L'énorme majorité des gens sont perdants de toute façon, c'est pas un problème. Hein. Donc oui, Calling Station, ce sont des profils que nous ne voulons pas bluffer, mais contre lesquels on ne va pas hésiter à value share et value sin. Donc value share, alors ça dépend des profils, on va dire, mais par exemple, alors je vais vous montrer deux exemples après, hein, mais par exemple, si vous avez top pair, bon kicker, donc roi dame sur roi 8-4, 9-2 par exemple, roi 8-4, 9-2, contre un joueur qui n'aime pas fold et qui va souvent vous mettre sur des tirages en fait, bah, vous pouvez miser 3 fois et assez cher river parce qu'il aura du mal à fold un roi moins bon ou une deuxième paire, voire une troisième paire. Donc voilà. Donc deux exemples. Deux exemples. Donc nous avons ici une paire de 6 ici. Alors j'ai déjà mis la main, mais c'est pas très grave. Donc moi je suis au bouton avec paire de 6 ici. On voit déjà sa main, c'est pas très grave. C'est pour montrer, illustrer un peu qu'est-ce qu'est une calling station, donc quelqu'un qui n'aime pas fold, une station d'appel, je sais plus exactement la définition en français, mais voilà. Donc je mise, même si j'ai top brelan contre un joueur qui a du mal à folder, il va quand même payer pas mal de mains, la preuve. Turn, je mise, bah là je m'attends pas à ce qu'un 2 call, mais de toute façon, s'il a envie de call, ici vu qu'il y a pas mal de tirages, il peut call pas mal de mains. Il colle encore, donc là c'est quand même, il a pas envie de fold quoi, on le voit. Et river, bon j'ai décidé de faire petit, donc ça veut pas dire comme j'ai dit hein, qu'on doit value share tout le temps. Là l'idée c'est que bah, déjà on bloque pas mal de choses avec notre brelan floppé. Vu qu'il aura rarement top pair, il aura plutôt un 5, quelque chose comme ça. Donc on cherche à lui faire call un 5 la plupart du temps. Maintenant, de temps en temps, on peut faire cher ici, hein, mais voilà, j'ai décidé de faire pas très cher. Et il colle, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une calling station. Il a pas envie de me croire, il a envie de call. Sachant que bon, le 7, honnêtement, quand je mise au flop, le 7 touche pas mal ma range. Et une doublette du 7,
C'est pas une carte qu'on va beaucoup bluff parce que justement, les gens auront du mal à nous croire la plupart du temps. Vu qu'il y a une doublette, ils vont se dire que quand ils ont un 6, ça, c'est plus fort qu'avant, un 5 pareil, et ils vont se dire qu'on a moins le 7 vu qu'il y a un 7 qui arrive, etc. Donc voilà. Un petit exemple. Le deuxième exemple, il est ici. Donc je suis là. Il y a Dame Valet. Donc là, c'est un coup où il y a tout le monde dans le pot, hein, tranquillement. On est 5. On est 5. J'ai fait Brelan. Ici, bon, il mise une blinde. Pourquoi pas? Je vais pas m'attarder sur sa mise. Je relance ici. Il faut savoir, encore une fois, on était 5 dans le pot. Donc des 5, il y en a pas mal dans les ranges. Enfin, il peut y en avoir. Il y a quand même 5 personnes dans le coup. Il y a moyen que quelqu'un ait un 5. J'en ai un pour le coup. Bon, il colle. Honnêtement, moi à sa place, bon déjà à sa place, je ne bête pas une blinde au flop, mais je ne colle pas la relance. Parce que ici, quand je relance, honnêtement, je vais rarement avoir une main moins bien qu'un valet en fait. Parce que justement, vu qu'il y a eu beaucoup de monde, je me méfie des valets, je me méfie des 5. Donc si j'ai un tirage couleur, je vais juste payer. On a une très bonne cote en position. Si j'ai un valet à part as valet, je vois pas quel valet je vais relancer. Donc ici, en fait, il est déjà très très souvent derrière ici. Mais bon, pourquoi pas call flop? Par contre, turn, quand je mise ici, à un moment, je pense que bon, il peut pas que me voir sur un tirage couleur. Maintenant, il a décidé de me call. Et river, bah, j'ai fait tapis parce que le 8 ne change rien ici, hein. Je vois pas dans quel monde il aurait un 8. Donc on est en value. Et il nous colle encore, donc il nous a pas du tout cru. Faut savoir aussi que sur ce genre de board, déjà le fait qu'on soit 5 dans le pot préflop fait qu'on va très rarement bluff. Et en plus le fait que ce soit une doublette, enfin que le board n'ait pas vraiment évolué et que c'est une doublette river, fait qu'on aura encore beaucoup moins de bluff. Maintenant, les gens s'ils ont envie de pas nous croire, ils nous croient pas, hein. Ça c'est leur choix. Du coup, il y a encore. Alors, je vais juste. Ouais, ok, pardon. Donc, on a le fiche aggro. Donc, ça aussi, c'est des stats qui sont. Voilà, j'ai cherché des stats. J'en ai trouvé des comme ça. Voilà. C'est pas. Fiche aggro, c'est pour montrer que il va jouer beaucoup de mains et il va en relancer beaucoup. Donc, le fiche aggro. Donc, ouais, je vais me répéter, je suis désolé. Il va jouer beaucoup de mains de manière agressive, donc en relançant, en misant flop turn souvent et sans trop se demander s'il y a un intérêt de miser. Parce que justement, il a envie de miser, c'est pas quelqu'un qui est passif, il veut jouer, il veut relancer. Voilà. Donc il a compris des choses au poker, il n'est pas là pour attendre deux as et essayer de doubler. Non, il est là pour jouer beaucoup de mains, mais voilà. Le problème de ça, c'est que, comme dit, bah, il sait pas trop pourquoi il mise. S'il a de la value ou si au contraire il fait fold beaucoup de mains meilleures. Qu'est-ce que j'ai raconté là? Qu'est-ce que je raconte? Pardon. C'est aussi le genre de joueur qui dans un KO, 3 bêtes à tapis 70 bébés, je sais pas si vous faites beaucoup de tournois KO, mais ça se démocratise beaucoup, donc voilà, sur les tournois KO, des fiches aggro, il y en a beaucoup, donc c'est des joueurs, en gros, il y a un mec qui a un KO de base, il y a une relance, le mec est short avec 8 blindes, il a un KO de base, il fait tapis. Et l'autre derrière, bon, il voit un KO, il fait tapis 70 blindes, quoi. Et pas forcément avec des mains très fortes. Et dans l'inverse aussi, ça va être le genre de profil qui va faire tapis directement 70 blindes en KO en se disant que il est couvert par beaucoup de monde, c'est le début de tournoi, et que les gens vont call pas mal, et du coup, il aura une grosse main. Le problème, c'est de les rentabiliser, ces mains. Mais voilà, c'est des exemples, il y a plein d'exemples impossibles, mais voilà. L'adaptation à ce genre de profil est de jouer principalement en position et lui faire des erreurs, et nous livrer ses jetons, entre guillemets, donc livrer ses jetons. En gros, vu qu'il va être agressif, souvent, il va miser plusieurs fois, et du coup, si on est en position, on va pouvoir le laisser nous donner ses jetons, hein. Et si c'est vous qui avez l'initiative et une main forte, et surtout si des tirages sont rentrés, on va pouvoir souvent miser très cher. Alors là, je crois que je me suis gouré, hein.
on va pouvoir souvent miser très cher en représentant un tirage manqué, car souvent un fiche aggro va croire que les gens jouent comme lui. Du coup, oui, c'est plutôt quand les tirages sont pas rentrés. Je vais vous donner un exemple de board après. Et du coup, il va souvent croire que les gens jouent comme lui, et donc il va souvent se lever la colle, sa troisième paire, deuxième paire, en pensant qu'on est en bluff, parce que justement, beaucoup de tirages sont manqués, et vu que lui, il relance beaucoup, il va souvent se dire que les autres aussi, et du coup, il va souvent ne pas nous croire quand il y a un tirage qui est manqué. Et du coup, on va souvent pouvoir se faire call quand on a notre top pair, notre deuxième paire, notre deux paires, nos brelans. Voilà, pour cette raison. Et du coup, ce ne sont évidemment pas des profils à bluffer, hein. Vu qu'ils vont rarement nous croire, ils sont aggro. Voilà, c'est pas des profils qu'on a envie de bluffer. On a envie de jouer en value contre eux. Voilà. Donc j'ai aussi deux exemples. Deux exemples. Donc ici on a ce que j'appelle un fiche aggro. Bon bah, désolé si tu nous regardes, hein, mais voilà. Donc bon, on va pas commenter pré-flop ce qui s'est passé. Je fais brelan. J'essaie de check ici. Bon, honnêtement, bon, on pourrait discuter, hein, on peut miser, etc. Il mise, je check call, je laisse miser tranquillement. Il mise deux fois, on est content, on va check call. Et river, bon, il a abandonné son bluff, mais il a misé par exemple une main qui n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'Autoras aurait pu clairement checker ce flop et avoir ce qu'on appelle la showdown value, donc pouvoir gagner à l'abattage avec Autoras de temps en temps. Et sachant qu'une fois qu'il est call flop, pourquoi miser turn, sachant qu'on n'a aucune équité. Par exemple, si on a 10 valets, 10 dames, valet dame, on peut miser à la turn. Là, sans vraiment d'équité, on mise, on sait pas trop pourquoi. Et voilà, un petit exemple. Et un deuxième exemple, où cette fois-ci on a la suite. On a la suite, on est au bouton, donc je relance. Et on a Paul Jean qui est, bon, là il est 84-46, bon, c'est que sur 38 mains, donc on verra rarement ça. Un profil aussi aggro qui a l'air de faire n'importe quoi pendant 200-300 mains, mais sur 38 mains c'est possible. Il nous mine 3 bêtes, donc déjà ça, les gens qui minent 3 bêtes en général c'est des joueurs récréatifs parce que on donne des trop bonnes cotes quand on mine 3 bêtes. Donc justement ça n'a pas trop d'intérêt, on fait grossir le pot, en plus là il est hors position. Et en plus il a une main très faible, hein. Vous le voyez, 9 et 3 ici. Mais du coup, bah, il colle, je fais brelan. Il mise, ok, je just call parce que j'ai aucun intérêt à surrelancer ici. On veut le faire bluffer, on veut le faire. S'il a une grosse main, on veut qu'il continue à miser. S'il a roi dame, on veut qu'il touche un roi, etc. Donc on just call. Turn il pot. Bah écoutez, un must be nice ici. On va just call, hein, évidemment, on veut le laisser bluffer. Alors faut pas. Effectivement, là, il a. Au flop, il a touché le 3, au turn, il touche le 9. Maintenant, enfin, c'est pas les nuts non plus, hein. Bon, là, il a touché, effectivement, bon. Voilà. Et river, bon, il touche le 3. Pour le coup, river, j'ai l'impression que c'est pas horrible ce qu'il a fait. Maintenant, c'est la moins mauvaise décision qu'il a fait depuis le début de cette main, je trouve. Mais voilà, donc on l'a laissé bluffer. Bon, il se trouve qu'il a touché, mais en tout cas, on est en position. On l'a laissé faire son move agressif et on a just call. Et bah, tout s'est bien passé. Évidemment, bah, quand on touche une grosse main, c'est plus facile le poker, mais bien sûr. Mais vous en toucherez aussi, évidemment. Donc voilà. C'était un petit exemple, enfin deux petits exemples. Ici, bon, j'ai mis une image où il y a un peu tout type de joueurs. Bon, c'est pas. Comme je l'avais dit, il y a beaucoup de types de joueurs et on peut faire plein de catégories. Maintenant, j'estime vous avoir donné les quatre principaux. Et maintenant, on va passer à comment prendre des notes et mettre des pastilles. Donc, vous voyez ici à gauche, c'est toutes mes pastilles que j'ai. Donc les pastilles, c'est les couleurs qu'on met sur les tables, notamment sur Winamax. Ça, c'est sur Winamax.
où on met des labels, des couleurs, des pastilles, ça dépend comment on appelle ça. Voilà, et ça a une signification, forcément. Donc moi j'ai très bon règle tournoi, donc très bon règle tournoi c'est les joueurs très bons, les meilleurs de mes limites. Bon règle tournoi, bah c'est des bons joueurs gagnants. Rien à dire de spécial en termes de façon de jouer, mais voilà, c'est la définition des règles tournois que j'avais mis, hein. Donc des joueurs gagnants, règles correctes tournoi. Bon, ça c'est vraiment pour différencier, mais en gros, voilà. Eux c'est des bons joueurs. Là on a règles gagnants mais exploitables. Ça c'est ce que j'appelle règles fiche. Je l'ai pas mis dans une catégorie. Mais voilà, c'est des joueurs gagnants, mais qui font des trucs qui sont pas terribles, qui ont ce qu'on appelle des failles, des leaks, des faiblesses, comme on en a tous, hein, évidemment. Shark bloqué ou pas assez d'infos, ça c'est plus très important. Serrure tournoi, donc on en avait parlé. Joueur perdant tournoi, donc ça c'est voilà, c'est les fiches en général. En général, les fiches. Enfin, il n'y a pas de catégorie, j'aurais pu en mettre, hein, j'en ai fait moi-même d'ailleurs dans la description, donc j'aurais dû le faire. Mais oui, j'ai pas de différenciation dans les pastilles en termes de. C'est une erreur, hein, c'est une erreur, je le rectifierai d'ailleurs. En termes de. Comment dire? De déterminer entre un fiche passif et un fiche agressif, donc entre Calling Station et fiche aggro. Voilà, j'ai mis joueurs de roulette tournoi, ça c'est les joueurs récréatifs qui perdent pas mal d'argent et qui font vraiment plus de j'allais dire de bêtises, mais c'est pas vraiment des bêtises qui jouent vraiment pour s'amuser et qui font plein d'erreurs, plus qu'envers. Mais voilà, c'est pas très important. L'important c'est vraiment d'avoir des catégories et d'essayer de mettre les gens dans des catégories assez rapidement pour pouvoir jouer bien contre eux en fait. Pour exploiter les joueurs. Ok. Et du coup, comment prendre des notes efficacement? Donc faire une description de l'action de manière à ce que dans 3 mois après on la relise et on puisse en déduire quelque chose sur le profil adverse ou ses tendances. Ça c'est le petit 1. 2. Préciser si jamais il est chip leader, si on est à la bulle, si on est ITM. ITM ça veut dire in the money, ça veut dire place payée. Si on est en late game, donc loin dans le tournoi, si c'est un satellite, donc un satellite c'est un tournoi où vous mettez par exemple 5 euros et s'il y a tant de restants, vous gagnez un ticket à 10 euros, un ticket à 50 euros par exemple. Voilà, un satellite. Bon, si vous savez pas vraiment ce que c'est, renseignez-vous, tapez satellite poker sur Google, vous trouvez bien évidemment. Si c'est un énorme tournoi, donc énorme field, si c'est par exemple le cocktail, la fièvre, le Sunday Surprise, un series, etc., ça peut être intéressant de savoir ça. Ou si c'est un tournoi KO, etc. Ou si c'est son plus gros buy-in ou plus petit buy-in, si cela peut apporter quelque chose. Donc effectivement, par exemple, si vous avez fait un satellite, pour revenir à ce que j'ai dit avant, et que du coup vous avez un ticket 50 euros et que vous êtes dans un tournoi, et que quelqu'un a un buy-in moyen petit, donc je sais pas, par exemple vous regardez l'étape qu'il joue, et il joue des 5 euros, vous allez vous dire potentiellement que qu'il joue un gros buy-in, et du coup il va prendre de l'attention sur ce tournoi, et normalement il va pas faire de grosses folies parce que c'est important pour lui ce buy-in. Mais voilà, on peut en déduire ce qu'on veut, mais voilà, l'important des notes, c'est vraiment si on a des détails intéressants à mettre, on les met. Quelle pastille avoir pour différencier rapidement les profils de joueurs, fiches. Donc fiches, oui, ça je l'ai déjà mis, pardon. Du coup, alors je vous ai mis des exemples. Merde, pardon. Je vous ai mis des exemples de notes que j'avais pris. Elles sont pas forcément toutes hyper intéressantes et on pourrait justement débattre de comment les améliorer. Mais voilà, c'est des exemples de notes que j'ai pris. Donc 2 barrels, As-2 sur 2-6, Roi-Roi. Call le check raise turn river sur 7, 2 barrels. Dame Valet. Non, ça c'est une autre note du coup. Donc ici ça veut dire quoi? Il faut que je comprenne quand je lis ma note
pour qu'elle soit efficace, il faut que j'ai compris qu'est-ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce que je peux en déduire. Là, j'ai marqué 2 barrel As-2 sur 2-6 Roi-Roi. Donc, pour moi, ça veut déjà dire que c'est quelqu'un qui est agressif, qui n'a pas peur de se value cut, ça peut être un bon joueur, ça peut être un joueur récréatif type fiche aggro. Call le check raise turn river sur 7. Donc il a misé flop avec son As-2, donc il a relancé pré-flop, il a misé... Alors j'ai pas mis la position, ça j'aurais pu le rajouter. Mais il a misé flop As-2 sur 2-6 roi, il a misé turn, il s'est fait check raise, donc en réalité la position est là. Une fois qu'on dit check raise, on sait que si on s'est fait check raise, nous on était en position. Donc c'est bon, j'ai l'info. Donc il était en position, il a misé 2 fois, ce qui est un peu plus discutable que s'il était hors position. Il s'est fait check raise et il a call, donc il n'a pas cru l'adversaire. Et river, il a encore call. Donc là, ma note est pas géniale. Je la comprends, mais elle est pas géniale. Parce que j'ai marqué check raise turn river, alors qu'il a check raise turn et il a misé river. Et du coup, celui qui a 2 barrels a call le check raise turn et a call la mise river. C'est pas hyper clair, moi je l'ai compris, mais voilà. L'important c'est que vous ayez compris ce que vous avez écrit. Peu importe si les autres comprennent pas, la note elle est pour vous. Si quand vous la relisez, c'est assez clair pour vous, c'est pas un souci. Maintenant, j'avoue que bon. Après, j'ai mis 2 barrels dame valet sur 8 dame as 10 IP. Donc j'ai mis IP pour in position, donc en position sur l'adversaire. Donc il a misé, selon moi, 8 dames as 10, donc une main qui n'avait pas vraiment de raison de miser turn parce que elle n'est pas vraiment en value, elle n'est pas en bluff. Donc en gros, selon moi, il aurait dû checker, il a misé, surtout en position, alors qu'il aurait pu check back. Donc clore l'action et voir la river. Donc là, les 2 notes que j'ai sur lui me mettraient une pastille de joueur, pour moi, fiche aggro, donc un joueur, comme je l'ai dit, qui va relancer beaucoup, miser beaucoup, et pas trop savoir pourquoi, et ne pas croire les adversaires. Donc voilà, ça c'est un profil, voilà, fiche aggro pour moi. Ensuite, deuxième note, à call un 3-bet OOP, donc OOP c'est out of the position, donc c'est hors de position. D'un reg, donc régulier, joueur gagnant. Avec As Valet off, donc je mets la main. J'aurais dû mettre une virgule, mais bon, je le comprends. Check call sur 9, 10, 10, 10. Et donc shove river. Donc j'aurais pu mettre check call sur 9, 10, 10, check call sur 10. J'ai préféré dire check call sur 9, 10, 10, 10. Question de facilité, j'ai compris que l'autre a misé encore turn et qu'on a encore call. Et il a donc shove river sur un valet. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pré-flop, il a relancé, il s'est fait surrelancer par un régulier. Un bon joueur, il a payé As Valet off. Et du coup, il a check call, donc il est hors de position, il a payé une surrelance avec As Valet off d'un bon joueur. C'est souvent une erreur. Maintenant, il y a des fois où ce sera pas une erreur, hein, mais c'est souvent une erreur ici. Et check call sur 9, 10, 10, donc ça, pourquoi pas, honnêtement. Alors, ce que j'aurais pu rajouter, c'est les sizing, hein, clairement. Maintenant, si je ne l'ai pas rajouté, c'est peut-être que j'ai estimé que ce sera pas le plus important dans ce coup. Ou que le sizing était standard, je ne sais pas. Check call sur 9, 10, 10. Check call turn aussi sur un 10. Donc là, il s'est dit, bon, j'ai pas envie de le croire, j'ai envie de toucher un as ou un valet, ou je sais pas, je pense être devant. Et c'est rarement une bonne idée de penser être devant. Et donc shove river sur un valet. Donc là, ça rejoint un peu ce que je pensais avant, c'est-à-dire qu'il a envie de toucher, il n'a pas envie de le croire. Maintenant qu'il a touché, il fait tapis lui-même, il ne laisse pas l'autre adversaire miser. Alors qu'en théorie, si on colle 2 fois, c'est qu'on pense que l'autre bluffe beaucoup, et du coup, en logique, on devrait checker pour le laisser encore bluffer quand on touche. Maintenant, ça va dépendre un peu de son profil. Donc là, je suppose que c'est un joueur assez récréatif, qui n'a pas peur de jouer des gros pots, qui ne croit pas les joueurs, donc ça revient à
la même pastille que le joueur en haut, c'est-à-dire un fiche aggro pour moi. J'ai le droit de me tromper, mais pour moi, c'est ce que je mettrai comme note et comme pastille qui va avec. Ensuite, troisième note, 4 bet fold, 2,1 millions sur 4,6 à 11 left, cocktail, UTG, VS cutoff sans dynamique. Ok, alors là pour le coup, c'est vraiment un... Là, je me souviens de la note, ça fait au moins un an que le tournoi est passé, mais je me souviens encore de la note parce que j'étais assez choqué. J'étais assez choqué. Donc tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce coup? Donc on est à 11 left cocktail, donc cocktail 2000 à 3000 joueurs, donc on est très très loin. 11 left, bah, voilà, c'est là où on veut pas faire de bêtises. Donc j'étais UTG, j'ai relancé. Non, 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 non. Il était UTG, il a relancé, j'ai 3 bêtes au cutoff. Et il a 4 bêtes. Et j'ai 5 bêtes all-in. Je me souviens plus de ma main, je crois que j'avais As-Roi, mais je suis plus sûr As-Roi ou As-Dame suité, je me souviens plus exactement. Euh, Alors c'est peut-être, je confonds peut-être avec une main parce qu'il me semble qu'il avait dit la main. Il avait dit la main qu'il avait et j'aurais dû la noter, mais voilà. Bon, bref. Donc 4 bet fold, 2,1 millions sur 4,6 millions à 11 left cocktail UTG vs cutoff sans dynamique. En gros, il n'y avait pas de dynamique. Il a open UTG. Il s'est fait surrelancer alors qu'il est UTG, donc en général, alors à 11 left, il peut être 5 ended ou 6 ended, donc effectivement UTG, c'est pas le vrai UTG de 8 max, mais c'est quand même UTG. Cutoff qui 3 bet. Je suis plus sûr hein, si c'est moi, parce qu'en général, si c'était moi, je l'aurais marqué. Mais je suis presque sûr que c'était moi, je me souviens de la main. Du coup, je l'ai surrelancé, il a surrelancé, donc 2,1 millions. Alors j'ai pas mis les blindes, mais c'est pas très important. Vous comprendrez que si mes 2,1 millions sur ces 4,6 millions, il est ce qu'on appelle commit, c'est-à-dire que normalement, si on met plus d'un tiers de notre stack, on ne peut plus vraiment jeter pré-flop parce qu'on aura trop d'équité pour call, on sera trop engagé. Maintenant, évidemment, selon les ranges en face, on peut trouver un hero fold, c'est-à-dire folder. Mais en général, si on a fait ça, c'est qu'on s'est gouré dans le sizing avant de fold, donc le 4 bet. Donc en gros, je ne sais pas si pour vous la note vous paraît claire, pour moi elle l'était. C'est-à-dire qu'il s'est complètement perdu dans ce coup. Il a relancé UTG, il s'est fait 3 bêtes, il a 4 bêtes commit, et il a fold sur le 5 bet shove, donc il a 4 bêtes fold. Et vraiment, là mon erreur est de ne pas mettre la main qu'il avait. Je suis presque certain qu'il avait As-Dame. Mais ou As-Roi même, je sais plus exactement. Et moi j'avais As-Dame suité ou As-Roi, je sais plus non plus. Mais voilà, ça c'est, j'aurais dû le noter. Mais en gros, ça veut dire qu'il s'est chauffé tout seul, sans dynamique. Donc sans dynamique, ça veut dire que il n'y avait pas d'histoire de je relance, issue relance ou je sais pas quoi. Il y a eu des pots de check raise ou quoi. On n'a rien entre nous deux en gros, entre Cutoff et UTG à ce moment-là. Donc il n'y avait aucune raison logique, on va dire, que je 3 bet light ce spot et qui 4 bet fold une main alors qu'il est commit. Maintenant, honnêtement, sur le moment, j'étais très content qu'il fold. Je sais plus exactement ce que j'avais comme main et ce qu'il avait, mais j'étais très content qu'il fold. Parce que bah, s'il fold, il n'y a pas de variance, on prend le pot. Et s'il colle, il a minimum, c'est, je sais pas, 25-30% d'équité. Si on peut éviter ça, on est très content. Hein. Donc là, pour le coup, lui mettre une pastille n'aurait pas trop de sens. C'est-à-dire que vu qu'on est à 11 left, il a tenté un truc bizarre. Je pense pas que ça veut vraiment dire quelque chose sur son niveau. À mon avis, ça veut juste dire qu'il s'est perdu dans un coup et qu'il est capable de faire des trucs un peu bizarres. Mais honnêtement, la note en soi n'est pas très importante, à part pour le tournoi en question, au moment du tournoi, mais après le tournoi, une fois qu'il est fini, je pense que la note est pas hyper intéressante. Une fois le tournoi fini, on pourrait réécrire en disant que a tendance à, à se commit et folder pré-flop sans dynamique, un truc comme ça. Enfin, c'est pas très clair ce que je viens de dire, mais on pourrait refaire la note une fois que le tournoi est fini. Parce que sinon, voilà, c'est pas très très clair.
C'est important pour le moment, mais pas forcément pour après. Ensuite, prochaine note, limp 4 bet à suite off, à suite, 22 bébés sans fold d'équité. Donc ça veut dire quoi? Je pense que là c'est clair. Donc il a limpé, donc il a juste mis là une blinde. Il y a eu une mise, une surrelance, et il a fait tapis. Il a limp 4 bêtes. Donc déjà c'est très rare ça. Et le fait qu'il ait A8 est encore plus rare, et le fait que ce soit 22 bébés, donc sans fold d'équité, je l'ai mis sans fold d'équité, mais en théorie c'est logique, c'est-à-dire que s'il y a un limp, le mec qui relance normalement derrière fait au moins 3,5, 4 blindes. Celui qui surlance fait au moins du coup 10 blindes. Vous pensez bien que si vous limpez et que vous avez 22 blindes, celui qui a fait 10 blindes, a priori va pas fold quand vous faites tapis 22 blindes. Il est ce qu'on appelle commit encore une fois. Donc normalement, si vous faites ça, bah déjà c'est pas génial de limper, hein, donc déjà on a un joueur récréatif. Et si, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous le faites, et qu'il y a toute cette action, bah, si vous avez la suite, c'est un fold. Par contre, si vous avez une grosse main, bah, on y va, on est très content parce que justement, on n'a pas de fold d'équité, on est content d'être payé. Si on a limpé deux dames en trap ou pour je ne sais quelle raison, pourquoi pas. Donc voilà, là je pense que la note est assez claire, et c'est un joueur qui pour moi, enfin, je peux pas le mettre dans fiche passif ou dans fiche agressif, mais je vais le mettre dans récréatif, c'est sûr. Et la note me fait montrer qu'il fait des spews qui n'ont pas lieu d'être, et voilà. Ensuite, tie-break, bull TF, raise fold aux boutons avec 7,3 BB. Donc ça, c'est juste hyper important, c'est-à-dire que on est très loin dans un tournoi, le tie-break c'est un 10 euros, on est bull TF, il a 7,3 blindes, il décide de raise fold. Alors qu'avec normalement, quand on a moins de 15 blindes, on va même plus raise fold. Alors il y a toujours des exceptions. Lui, il a 7,3 blindes, il réussit à raise fold. Normalement, quand on fait tapis avec 7,3 blindes, si on raise, c'est pour raise call, et du coup, c'est assez choquant. Donc, c'est forcément un récréatif, parce que un régulier ne va pas raise fold avec 7,3 blindes. Un bon joueur ne va pas le faire. Donc voilà, là c'est assez clair. Ensuite on a limp, dame, dame, 15 BB deep, late game, middle position. Qu'est-ce que je... Oui, ok. Donc limp les dames, 15 BB deep, late game, middle position. Donc on a quelqu'un qui a envie de trap. C'est-à-dire que il a 15 blindes. Alors là, je ne l'ai pas noté, c'est-à-dire que selon son profil, il y a des profils qui vont limp énormément de mains, et du coup, bah, ils ont aussi des grosses mains quand ils limp. Il y a beaucoup de profils qui, quand ils limp, ils ont des mains moyennes, voire faibles, et quand ils relancent, ils ont des bonnes mains. Là, c'est limp dame dame 15 BB deep, late game, middle position. Donc, ça peut être un bon reg, ça, un bon joueur, pas excellent, mais ok, qui exploite le fait que les gens vont pas se méfier d'un limp, et du coup, pourquoi pas, moi c'est des choses que je fais de temps en temps sur des petits buy-in ou sur des tournois où il y a vraiment beaucoup de récréatifs et des joueurs derrière qui sont un peu short ou qui sont agressifs et qui vont souvent me relancer, voire me faire tapis. Et alors que si on relance, on représente beaucoup de force, et si on fait tapis, ben, on se fait un peu moins call, donc voilà. Pourquoi pas? Donc là, la note me dit pas si c'est un joueur gagnant, un joueur récréatif, etc. En général, si je mets cette note, me connaissant, c'est plutôt un joueur régulier gagnant qui exploite justement le fait qu'il y ait des joueurs assez faibles derrière. Et moi, ça peut m'arriver. Maintenant, voilà, faut savoir que bon, on en parlera à la fin de la série, je crois, avec Sharscope, mais j'ai un tracker qui me permet d'avoir les infos Sharscope où je sais s'il est déjà gagnant ou perdant. Et du coup, ben, la pastille sera plus facile à mettre, mais voilà. En tout cas, là, la note est importante, c'est-à-dire que si lui limp, 15 BB deep, il n'a pas forcément que des mains pour limp fold ou que des mains moyennes, il a aussi des bonnes mains. Voilà. Et la dernière note, adorme 3 bêtes. Donc ça, c'est une note qui veut juste dire pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique. Soit
soit c'était un moment où il avait envie de souvent me surlancer, je ne sais pour quelle raison, soit il a capté, et voilà, je peux le dire, il n'y a pas de souci, que je fold trop sur les surrelances, et du coup, il a capté ça, il me surlance souvent, et ça va être très souvent en position, je l'ai pas mis, hein, mais voilà. Donc là, ce profil, quand je le recroise, dès que je vais relancer et qu'il va me 3 bet, je vais me dire bon, je sais déjà qu'il aime me 3 bet pour une raison ou pour une autre, et du coup, je vais moins donner de crédit à ses surrelances, et du coup, j'ai déjà une base pour pouvoir jouer plus tard contre lui. Voilà, il y a plein de notes encore possibles, hein, je vous ai mis quelques exemples, hein, mais voilà. L'important, c'est vraiment les pastillages, d'essayer de profiler ses adversaires le plus rapidement possible. Quitte à se tromper, il n'y a pas de problème à rechanger de pastille, rechanger d'avis, mais voilà. En général, par exemple, un truc tout bête, si quelqu'un limp avec 80 blindes en milieu de parole, 98% du temps, ce sera un joueur récréatif. En général, si quelqu'un open shove 40 blindes, 98% du temps, ce sera un joueur récréatif. En général, quand par exemple un joueur qui a été très très peu agressif vous check raise, en général il a une grosse main, etc. Ça c'est des choses où il n'y aura pas trop de variance dans ce sens, donc vous pouvez assez souvent vous positionner sur les profils adverses. En général, si en 100 mains t'as quelqu'un qui a relancé peu, ça va pas être un joueur très agressif forcément, etc. etc. Et voilà, il n'y a pas de problème à se tromper de notes, etc. Au poker, vu que c'est un jeu d'informations incomplète, si on peut avoir un truc assez rapide où on identifie les joueurs, quitte à se tromper et après rechanger, c'est pas grave. La majorité du temps, tel type de joueur va faire tel type de choses, et du coup, on peut adapter ça en jouant par la suite comme il le faut, selon les profils. Et voilà, on a fini pour cette deuxième partie de la série, du coup, de vidéos de débuter en MTT. Pardon, je vous remets ça. Débuter en MTT, les bases à connaître pour bien débuter en tournoi. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker et vous abonner sur la chaîne YouTube Spin Elite. Et je vous dis du coup à bientôt pour la troisième partie. Allez, ciao ciao!